Décembre 1944. C'est ici, au cœur du massif ardennais, que va se dérouler l'une des plus sanglantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. À quelques jours de Noël, 500 000 Allemands s'apprêtent à se ruer sur les forces alliées stationnées dans le secteur. Ils n'ont qu'une intention, tout balayer sur leur passage. L'offensive allemande a été préparée dans le plus grand secret. La Wehrmacht a déployé 3 armées, dont 2 blindés, sur un front large de 120 km. Dès les premières heures de l'assaut, ce 16 décembre 1944, les forces américaines sont prises par surprise, culbutées, à 2 doigts de l'anéantissement. Pourtant, le général Eisenhower, commandant en chef des troupes alliées depuis le débarquement en Normandie, va réagir. Sa contre-offensive démontrera la détermination et le culot génial des généraux américains. Sur le champ de bataille, les GIs vont faire preuve d'une incroyable bravoure. Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé dans les Ardennes en cet hiver 1944. J'ai remonté le temps. J'ai recueilli des témoignages. Dietrich a répondu, les prisonniers, vous savez ce que vous devez en faire. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi la dureté des combats. Au cœur de cette forêt glacée, j'ai décrypté une bataille qui a vu s'éteindre les derniers feux du Reich. Cette histoire est avant tout celle du courage insensé d'une armée de jeunes recrues américaines. Ensemble, ils ont traversé toutes les épreuves, couru tous les dangers et n'ont jamais renoncé à se battre contre des SS fanatiques pour résister à l'ultime folie d'Hitler. « 16 décembre 1944, 5h30 du matin. Dans quelques instants, les troupes du Reich vont lancer l'assaut contre les forces américaines. Pour les Allemands, depuis le mois de septembre 1944, il s'agit de défendre la Mutterland, la mère patrie, assiégée de toutes parts. Sur le front ouest, après le débarquement et la percée finale en Normandie, la France a été libérée. Si certains ports restent aux mains des Allemands, les Alliés ont traversé le massif des Ardennes et atteint les frontières du Reich au mois de septembre 1944. Les troupes d'Hitler sont donc acculées. La ligne Siegfried, qui s'étend sur 1300 km de la Hollande à la frontière suisse, a même été franchie à plusieurs endroits. Sur le front Est, l'armée rouge s'est emparée de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Crimée et d'une partie de la Pologne. Depuis le mois d'août 1944, Hitler n'a qu'une obsession, reprendre l'initiative, contrecarrer l'avancée de l'armée américaine qu'il considère comme un ramassis de youpins, de nègres et de rital. Il veut frapper vite et fort. Il pense ainsi obliger les Alliés à négocier une paix séparée et pouvoir ensuite regrouper ses forces et les expédier vers l'Est pour vaincre l'armée rouge. Hitler n'a pas tort. Il possède encore des réserves à engager dans une bataille qu'il juge décisive. Malgré les revers subis depuis juin 1944, ces armées demeurent dangereuses. La production de guerre nazie n'a jamais été aussi importante. De nombreux blindés sortent des chaînes de fabrication, dont un monstre de 68 tonnes, le Tigre II ou König Tiger, le Tigre royal, dont le canon de 88 mm pouvait percer le blindage frontal d'un Sherman à plus de 3 km. Pneumologue dans la région de Namur,
Richard Frognier est aussi passionné par la bataille des Ardennes, à laquelle il a consacré plusieurs articles. Bonjour Richard. Bonjour Serge. Enchanté. Voilà. Quelle est la situation stratégique des Allemands à la veille de l'offensive des Ardennes? Clairement, le Reich est encerclé. À l'est, la campagne d'été a été fulgurante. Les troupes soviétiques ont avancé de plusieurs centaines de kilomètres, sont fatiguées, le matériel abîmé, les lignes de communication et d'approvisionnement s'allongent. Il faut faire une pause devant Varsovie. À l'ouest, on a un peu un scénario qui est similaire. Depuis la fin de la campagne de Normandie et la campagne de France qui a été fulgurante, les lignes de ravitaillement se sont allongées. Bien que les troupes britanniques viennent de prendre le port belge d'Anvers, qui a été largement détruit et pas utilisable, les lignes d'approvisionnement sont très longues et il faut aussi faire un stop sur les frontières du Reich. Le problème du ravitaillement devient crucial pour les Alliés. Des milliers de véhicules effectuent la navette depuis les plages normandes, dont un camion typique de cette époque, le GMC, qui restera en service dans de nombreuses armées jusque dans les années 1990. Au début du mois d'octobre 1944, les Alliés doivent suspendre presque toutes leurs opérations offensives pour reconstituer leur stock de vivres, de munitions et d'essence. Les forces anglo-américaines sont ralenties dans leur progression, éreintées par plusieurs mois d'une campagne difficile. Les GIs et les Tommies n'ont pas chômé depuis leur débarquement en Normandie. Donc il y a des problèmes de ravitaillement aussi du côté des Alliés, mais est-ce que Hitler le sait, ça? Bien entendu, ça joue à sa faveur. Au fur et à mesure qu'il se remet sur ses frontières, il a ce problème inverse, se rapprochant de ses lignes d'approvisionnement, et donc la défense allemande va se raidir petit à petit, tant à l'est qu'à l'ouest. À ce moment-là, est-ce que les circonstances même, cette difficulté de ravitaillement des Alliés, ne sont pas propices justement à ce plan de l'offensive des Ardennes? C'est une partie de l'équation, puisqu'il sait très bien qu'il est acculé sur ses frontières, qu'il a perdu du terrain sur tous les fronts, et qu'il doit trouver une solution pour s'en sortir. Dans son esprit, il a un peu surestimé finalement la mésentente qui existe entre les Alliés et qu'il connaît, et il pense que s'il parvient à dissocier Anglais et Américains, il pourra peut-être négocier une paix séparée. Et donc il envisage de passer à travers les Ardennes, comme il a fait en mai 40, pour rejoindre Anvers et du coup retourner ses troupes vers le front de l'Est pour essayer d'éliminer l'armée russe. C'est donc dans ce cadre-là qu'est établi, échafaudé ce plan de l'offensive des Ardennes? Clairement. Il convoque ses officiers généraux et il leur impose cette solution qui est jugée tout à fait déraisonnable par les officiers de métier. Pour quelle raison? Essentiellement du fait de la suprématie aérienne des Alliés, de l'épuisement des troupes et des pertes très importantes en vie humaine qu'il y a eu depuis 4 ans. Mais Hitler, lui, s'obstine à vouloir passer par là. Ah, complètement. Hitler est toujours sur sa position de mai 40 et du succès foudroyant qu'il a eu en passant à travers les Ardennes et il veut rééditer cet exploit. Quel est le nom de code de cette opération, justement? Ce sera l'opération Wart am Rhein, garde au Rhin. C'est un nom de code qui laisse croire aux Alliés qu'il va rester sur le Rhin pour défendre l'Allemagne. Clairement, et qu'on se prépare à défendre la frontière naturelle de l'Allemagne, le Rhin. L'assaut est prévu sur 3 axes. Au nord, la 6e Panzer Armee SS devrait fournir l'effort principal. Son objectif, atteindre Malmedy, Spa, Liège, franchir la Meuse à J+3 et déployer ses forces vers le port d'Anvers, vital pour assurer le ravitaillement des Alliés. Au centre, la 5e armée progressera en parallèle, atteindra la Meuse en s'emparant des carrefours routiers de Saint-Vith et de Bastogne, avant de se diriger vers Liège, Bruxelles et le port d'Anvers. Au sud, la 7e armée sera chargée de progresser le plus vite possible jusqu'à Givet, ne pas franchir la Meuse et assurer le flanc sud face à une menace éventuelle. 240 000 hommes sont donc prêts à monter à l'assaut. Ils sont motivés, prêts à défendre le Reich assiégé. La plupart sont des fanatiques. Certains sont endurcis, reviennent du front russe. D'autres le sont moins, mais l'ensemble est cohérent. Ces hommes seront appuyés par 1500 avions de la Luftwaffe. Ils disposeront de 1800 chars et de 2000 pièces d'artillerie, dont les terribles lance-roquettes Nebelwerfer.
Dans la forêt des Ardennes belges, les Américains ignorent qu'une force considérable s'apprête à les prendre à la gorge. Laurent Olivier est le président de l'association 101e Airborne Belgian Friendly, fondée en 1973. Les mots d'ordre de son groupe de passionnés: reconstituer les troupes américaines le plus fidèlement possible et assurer un indispensable devoir de mémoire. Laurent, à la veille du 16 décembre et de l'offensive, quels sont les effectifs américains dans le secteur? À la veille de l'attaque initiale, on compte 5 divisions, soit environ 75 000 hommes. Il y a parmi eux des vétérans, mais aussi beaucoup de jeunes recrues. Et le secteur est considéré comme très calme par le haut commandement. Mais est-ce que ce sont des troupes qui sont prêtes au combat? Non, pas vraiment. Noël approche et les hommes pensent plutôt à fêter Noël avec leurs camarades. Et certains commencent même à penser que la guerre va se terminer, ils pourront rentrer chez eux, fêter ça avec leur famille. Donc, d'une certaine manière, l'offensive est une véritable surprise? L'offensive est une surprise totale. L'attaque allemande est agressive. Elle est précédée d'un bombardement intensif sur les premières lignes et sur leurs arrières. C'est le chaos? C'est le chaos dans les premiers moments de l'attaque, absolument. Les premières lignes cèdent rapidement, mais ensuite les Américains se ressaisissent, ce qui permet de ralentir dans certains endroits considérablement l'avance allemande pour permettre aux réserves divisionnaires d'établir une deuxième ligne de défense, ce qui permettra par la suite d'acheminer des renforts qui viendront de plus loin. Pour que son plan réussisse, Adolf Hitler compte sur plusieurs facteurs. Les Allemands doivent mener une attaque aussi rapide que brutale. L'aviation alliée ne doit pas pouvoir décoller pour appuyer les troupes au sol. Les météorologues du Reich sont à l'affût des nuages. Ils ont assuré au Führer un temps exécrable. Ce sera le temps d'Hitler. La bataille des Ardennes va se dérouler dans des conditions effroyables. La boue, le brouillard, la neige et le sang. À 5h30, ce 16 décembre 1944, l'artillerie allemande ouvre un feu nourri contre les positions ennemies. Même si les batteries américaines ripostent aussitôt, sur le terrain, les GI sont saisis d'effroi. En un temps record de 20 à 90 minutes, les postes avancés lâchent prise. Les forces allemandes s'élancent. Le compte à rebours est déclenché. Les soldats du Reich ont 3 jours pour atteindre la Meuse. Les blindés sont à la pointe de l'offensive. Parmi le matériel déployé, un redoutable chasseur de chars, le Jagdpanzer, qui avait combattu en Normandie et sur le front russe. La caserne de Bastogne, mieux connue sous le nom de Bastogne Barracks, accueille un impressionnant musée des blindés. Son commandant, Johnny Bonin, est un spécialiste de la bataille des Ardennes. Est-ce que du côté allemand, les chars vont jouer un rôle important dans la bataille des Ardennes? Les chars vont jouer un rôle important dans la bataille des Ardennes, mais pas encore comme ils l'auraient souhaité, puisque les chars devaient être surtout employés une fois la Meuse franchie et déployer à ce moment-là les 2 corps blindés de la 6e Panzerarmée SS et les 2 corps blindés de la 5e Panzerarmée. Ça veut dire que le but, véritablement, pour les chars, c'est vraiment d'atteindre la Meuse le plus rapidement possible pour les blindés? Tout à fait. Les ordres de Hitler étaient clairs, atteindre la Meuse le plus rapidement possible et le plus intact possible, et essayer de ne pas trop engager les chars dans la première phase, qui est la traversée des Ardennes, qui n'est pas un terrain favorable aux chars, puisque très vallonné, très boisé. Et après avoir franchi la Meuse, la direction, c'est le port d'Anvers. C'est Anvers. Dès le début de l'offensive, comment se passe l'avancée des blindés allemands? Dès le début de l'offensive, les Allemands perdent un temps précieux, dû à une résistance américaine qui est quand même plus sérieuse que prévu, dû aussi au retard de la construction de certains ponts, mais aussi ce n'est pas un terrain favorable au déploiement des chars. Et très rapidement, des embouteillages vont être créés. Il faut aussi bien s'imaginer que le réseau routier ardennais est très pauvre, donc c'est principalement des progressions en colonne. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes logistiques? L'essence est vraiment un problème logistique majeur au sein de l'armée allemande. Les unités logistiques ne pouvaient pas circuler sur les axes principaux. C'était des rollbahns qui étaient réservés aux unités de combat.
Donc ce carburant qui devait venir de très très loin mettait énormément de temps. Les unités vont rester bloquées pendant plusieurs jours, faute de carburant. Mais ils ne peuvent pas s'emparer des dépôts de carburant américains Bien sûr, si le bonheur permettait de tomber sur un dépôt américain, ils s'en saisissaient. Mais il faut savoir aussi que les Allemands produisaient du carburant synthétique à partir de charbon. Beaucoup de véhicules allemands tombaient en panne parce que c'était un carburant pauvre en taux d'octane. Et lorsqu'ils ont utilisé du carburant américain, les véhicules sont de nouveau tombés en panne, pour certains, parce que ce taux d'octane était trop élevé. D'autres problèmes se posent rapidement. Le mauvais temps voulu par le Führer, le temps d'Hitler, joue aussi contre ses propres troupes. À l'aube du 17 décembre, 800 Fallschirmjäger de la Luftwaffe, les parachutistes de l'armée de l'air, sautent de 120 avions de transport, les célèbres Junker 52. Mais ce parachutage, étape essentielle de l'opération Stosser, est un fiasco total à cause de la tempête de neige. 70% des soldats allemands atterrissent derrière leur propre ligne. Le reste est dispersé sur plusieurs kilomètres. Isolés et épuisés, ils seront pour la plupart faits prisonniers par les Alliés. Malgré cette déconvenue, les troupes du Reich restent très motivées. Elles tentent de poursuivre leur avancée. Après l'assaut initial allemand, les troupes alliées reculent par endroits mais résistent à d'autres. L'infanterie et les chars allemands progressent rapidement sur les 3 axes fixés par le commandement. Ils font désormais route sur Bastogne, Saint-Vith et Malmedy. Dans les premières heures de l'offensive allemande, les forces alliées sont littéralement désemparées. Adolf Hitler jubile. Il est en train de gagner la partie. Le front allié est totalement déstabilisé, comme en témoigne le lieutenant Tony Moody. Je n'étais pas effrayé au début, mais je le suis devenu. Nous n'avions pas reçu de mission et nous ne savions pas où étaient les Allemands. Nous étions si fatigués, sans ration et avec peu de munitions. C'était la panique, c'était le chaos. Si vous sentez que vous êtes encerclé par des forces écrasantes, vous fichez le camp. J'ai erré loin. Je suis tombé sur un poste de secours, je me suis effondré et j'ai dormi 24 heures. L'esprit élimine beaucoup d'images, mais vous vous souvenez de la sensation de désespoir. Vous voulez juste mourir. Dans le camp américain, le chaos est d'autant plus grand que les Allemands ont lancé une opération d'infiltration, l'opération Greif, saisir en allemand. 3 commandos déguisés en GIs doivent s'infiltrer dans les lignes alliées et s'emparer des points de passage sur la Meuse. Mais les Américains, d'abord bernés par le subterfuge, se mettent en chasse des infiltrés. Comment les Américains ont-ils réussi à contrecarrer les opérations d'infiltration des Allemands? Et comme ça, ils ont installé des checkpoints, des barrages sur les routes, sur les carrefours. Ils arrêtaient les véhicules qui passaient. Ils leur posaient des questions typiquement américaines. Qui a dit Tracy? Comment s'appelle l'équipe de baseball de New York? Des choses comme ça. Même les officiers généraux comme Montgomery ont été arrêtés et interrogés de cette façon. De cette manière-là? Absolument. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Les Américains encaissent le premier choc et se reprennent très vite. Après l'effroi du bombardement et la chute des postes avancés, la résistance s'organise. Au nord, les SS de la 6e Panzerarmee du général Sepp Dietrich fondent sur les hommes de la 99e division d'infanterie américaine. Pour ces jeunes recrues, ces rookies, sans réelle expérience du feu, la surprise est cruelle. Pourtant, à plusieurs endroits de la ligne de front,
la résistance de poignées de combattants permet de ralentir, voire de stopper l'avance ennemie. Dans le village de Lanzerath, 22 GIs bloquent à eux seuls un bataillon complet de parachutistes, avant-garde de la première Panzer SS. Ailleurs, des unités sont totalement encerclées et se battent jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. Cette résistance acharnée permet au premier renfort d'intervenir dans la mêlée pour rétablir les lignes de défense malmenées. Mais elle exaspère les SS fanatiques de Dietrich, qui pensaient culbuter leurs adversaires et atteindre la Meuse sans coup férir. L'héroïsme des soldats américains dans les premières heures de la bataille va permettre d'enrayer sensiblement le début de l'offensive. Mais les pertes sont importantes. De nombreux GIs ne quitteront jamais la forêt des Ardennes. Les Allemands sont prêts à tout pour remporter cette bataille décisive. Le mot d'ordre est simple, pas de quartier. Les SS notamment n'ont plus qu'une seule obsession, avancer, en tuant tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage, combattants évidemment, mais aussi civils et prisonniers. Le premier régiment de Panzer SS, dirigé par le lieutenant-colonel Joachim Peiper, contourne Elsenborn, s'empare d'un dépôt de carburant et fonce sur Malmedy. C'est là, au carrefour de Bonnier, qu'une colonne américaine est surprise par l'avancée des troupes allemandes. Comme dans beaucoup de zones du front, les jeeps et les camions sont aussitôt détruits. Les GI sont obligés de se cacher dans les fossés environnants. Ils pensent être sauvés. Ils ont tort. Situé sur la route de Malmedy, le petit village de la Glaise a vu passer les chars de Peiper. Gérard Grégoire avait 17 ans en ce mois de décembre 1944. Aujourd'hui âgé de 88 ans, il se souvient encore de tous les détails de la bataille, y compris les plus morbides. Que s'est-il passé très exactement au carrefour de Bonnier? Les Américains étaient donc là, dans ce fossé. Je suppose que les Allemands sont arrivés sur eux. Ben oui, l'avant-garde allemande est arrivée avec 2 panthères et la 10e compagnie de semi-chenillés. Et là, une partie de cette compagnie s'est arrêtée a commencé à rassembler les prisonniers. Les hommes étaient rassemblés dans la prairie. Ils étaient debout comme ça et il est arrivé 3 semi-chenillés et qui, à coups de mitrailleuse, feu croisé, ont commencé à les abattre. Après leur mitraillade, quand ils ont jugé qu'ils avaient assez mitraillé, ils ont continué, ils ont pris la route vers Ligneville. Et les corps sont restés dans le pré, je suppose? Ah oui, les corps sont restés dans le pré. Alors, on a eu la neige, et c'est seulement en janvier que la compagnie C du 291e bataillon de génie de combat sont allés
relever les corps et les numéroter. Ils avaient pris des détecteurs de mines, hein, parce que les corps étaient à moitié ensevelis dans la neige. Au carrefour de Bonnier, le rapport officiel atteste de 83 soldats américains tués pour 43 survivants. Au total, environ 350 prisonniers américains et 130 civils belges sont exécutés dans la région de Malmedy entre les 17 et 20 décembre 1944. Mais sur le terrain, les soldats américains font preuve d'une grande valeur combative. Une fois le premier choc passé, et malgré l'avancée indéniable des forces allemandes, les GI se reprennent, se battent, ne lâchent rien. Au nord, les Panzer SS de Joachim Peiper traversent Stavelot, mais Peiper commet l'erreur de ne pas occuper la ville. Les Américains la reprennent et la cadenassent aussitôt. Peiper se retrouve isolé, ses lignes de ravitaillement sont coupées. Au centre, les GI s'accrochent désespérément à l'un des plus importants carrefours des Ardennes, Saint-Vith. Au sud, les Allemands se fixent donc un objectif primordial. Il faut s'emparer d'un important nœud de communication constitué de 7 routes, Bastogne. Dès les premiers jours de l'offensive allemande, le général Eisenhower comprend la nécessité de défendre Bastogne, menacée par 3 divisions de l'armée allemande. Le 18 décembre, la 101e division aéroportée, venue de son cantonnement de Mourmelon-le-Grand près de Reims, est acheminée en urgence vers Bastogne. Les parachutistes effectuent le trajet debout, dans des bennes de semi-remorques. Au moment où les gars de la 101e arrivent ici, les conditions sont effroyables. Ils ont eu des conditions de transport très éprouvantes. Ils sont épuisés. Est-ce que leur intervention sur Bastogne est décisive? Oui, pour les Américains, c'est une course contre la montre. Les Allemands savent qu'Eisenhower va mobiliser ses réserves, mais imagine que ça va prendre environ 3 jours. Quand la 101e arrive à Bastogne, le 19 décembre, la ville est défendue par environ 3000 hommes. C'est très peu donc. C'est très peu, et il y a urgence. À 1 heure près, la ville tombait. Ça veut dire qu'à 1 heure près, véritablement, si les hommes de la 101e n'étaient pas arrivés, la ville tombait aux mains des Allemands. Absolument. Les 19 et 20 décembre, les paras de la 101e division aéroportée, soutenus par la 10e division blindée, engagent le combat dans la périphérie de Bastogne contre la 2e Panzer Division. Ils détruisent 30 chars ennemis et font de 500 à 1000 tués ou blessés. Cette action décisive retarde l'attaque allemande et permet à la 101e d'organiser la défense de la petite cité belge. La lutte est acharnée. Laurent, quelles sont les conditions de combat pour les gars de la 101e ici tout autour de Bastogne? Quand ils arrivent, il fait encore assez doux, il ne gèle pas. Mais à partir de la nuit du 21 au 22 décembre, il va commencer à geler et à neiger. Et au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, les conditions météorologiques vont devenir terribles. À la mi-janvier, il fera entre moins 15 et moins 20 degrés. Et ils possèdent l'équipement pour faire face à ce grand froid? Ils ont de l'équipement prévu pour du temps froid, mais pas pour un temps extrêmement hivernal comme celui-là. Donc ça a dû être l'enfer pour eux? Ça a dû être l'enfer pour eux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert d'engelures, par exemple. Et en termes de ravitaillement et de munitions? Ça a aussi été assez difficile pour eux. Ils ne sont pas équipés quand ils partent de Mourmelon pour venir sur Bastogne. Ils ont juste ce qu'ils ont sur eux et au niveau munitions, pareil. Juste le basic load. Et les munitions et le ravitaillement arrivent quand même jusqu'ici? À partir du 21 décembre, ils sont encerclés, donc ils vont commencer à manquer de munitions et de ravitaillement et d'eau également. Et quel est leur état d'esprit à ce moment-là? C'est la 101e Airborne, ce sont des parachutistes américains, c'est l'élite de l'armée américaine. Ce sont des combattants, ils sont ici, ils n'ont peur de rien, ils ne se sentiront jamais en danger, même quand ils seront encerclés pendant plusieurs jours. Finalement, les aigles hurlants de la 101e ne vont pas faillir à leur réputation? Non, pas du tout.
L'arrivée de renforts comme les paras de la 101e division aéroportée à Bastogne va freiner et perturber considérablement l'avancée allemande. Mais la situation demeure très précaire. Depuis l'assaut initial allemand du 16 décembre, les Alliés ne font que subir et défendre. Il faut passer à la contre-attaque. À Verdun, le 19 décembre 1944, Eisenhower réunit les principaux chefs alliés et les généraux américains Bradley et Patton. Le commandant en chef redistribue les cartes, demande l'appui des forces britanniques pour arrêter et repousser les troupes allemandes qui approchent de la Meuse. Il prend surtout une décision essentielle, en demandant à Patton de mener une contre-attaque par le sud. Il y a pourtant un léger problème. La 3e armée est à 200 km de Bastogne, autant dire très très loin. D'autant que les conditions atmosphériques sont effroyables. Mais le général Patton est un cavalier, téméraire, adepte des offensives rapides et percutantes. Il provoque la perplexité en promettant que ses blindés rallieront la ville assiégée en moins de 48 heures. Les observateurs présents à Verdun ce 19 décembre pensent tous que Patton plaisante. Mais le général n'est pas un farceur. Si les troupes britanniques n'ont aucun problème pour se positionner le long de la Meuse, au sud du saillant, le général Patton doit faire pivoter 3 corps d'armée, soit 100 000 hommes et des centaines de blindés, puis les lancer vers le nord, au milieu des lignes ennemies sur plus de 200 km. C'est le 3e corps qui aura pour objectif Bastogne. Au nord du saillant, la 1re armée du général américain Hodge devra se redéployer pour contrer l'avance allemande. Les hommes de Patton entament donc leur impossible course contre la montre. Neige, congère, verglas, les routes des Ardennes sont quasiment impraticables. Les chars Sherman patinent, glissent, finissent parfois dans les fossés. Ce n'est plus une progression tactique, c'est une éprouvante descente en bobsleigh. La contre-offensive risque de se transformer en un véritable chemin de croix. À Bastogne et aux alentours, malgré la supériorité numérique et les assauts incessants des troupes allemandes, les Américains résistent toujours. Mais pour combien de temps encore ? Richard, quelle est la situation ici à Bastogne le 20 décembre 1944 ? Donc le 20 décembre 1944, on est vraiment dans la phase d'encerclement de la bataille. Il y a des combats courage au nord et à l'est de la ville, sur l'axe Oufali-Bastogne, sur la route qui vient de Clairvaux et la route qui vient de Vils. Et la ville est soumise au bombardement allemand ? Pas encore. Donc les combats sont vraiment pour la prise de la ville et actuellement on ne bombarde pas encore Bastogne. Mais la ville va être bombardée ? Elle va être bombardée intensément. De fait, on retrouve encore actuellement des stigmates et on peut voir ici, notamment sur cette grille qui est tout à fait d'époque et ce mur qui est d'époque, on voit encore la trace et l'impact des impacts de shrapnel qui sont venus se figer sur le métal et sur la pierre aussi d'ailleurs. Et quel est l'état des troupes américaines dans la ville ? Quelle est l'ambiance ? L'ambiance est fébrile. Donc ici, il faut s'imaginer que la ville n'est pas très grande. Les troupes qui refluent, les troupes qui arrivent, les unités d'artillerie qui se déplacent dans la ville pour se positionner, font qu'il y a ici une multitude d'engorgements dans les voies principales de la ville. Et on a des troupes américaines et des véhicules un peu partout. La ville est quasiment en état de siège. Quasiment. D'ailleurs, l'axe qui va vers nos châteaux sera fermé en fin d'après-midi par les troupes allemandes qui poursuivent leur manœuvre d'encerclement vers le nord. Les Allemands sont plus que jamais déterminés à balayer Bastogne pour atteindre enfin la Meuse. Les 7 routes menant à la ville sont désormais coupées. Les défenseurs sont définitivement encerclés, soumis à un feu d'enfer.
Solidement retranchées, les troupes américaines commencent à manquer de provisions, de matériel médical et de munitions. Pire encore, depuis le 15 décembre, la température a baissé. La nuit, il gèle. Sur la ligne de front, les hommes dorment dehors dans leurs pauvres trous creusés à même la glace. Les engelures causent autant de dégâts que les blessures de guerre. Aucun espoir à attendre du ciel. Les mauvaises conditions climatiques empêchent tout ravitaillement par les airs. À partir du 22 décembre, les pièces d'artillerie ne peuvent plus tirer que 10 coups par jour. Dans la zone de Bastogne, les Américains se battent désormais à 1 contre 5. Certains bois des alentours de Bastogne portent encore les stigmates des combats. Se balader ici, c'est remonter le temps. Je plonge au cœur du champ de bataille. Sur tout le front, l'armée américaine résiste, fait perdre aux Allemands un temps précieux. À Bastogne, les paras de la 101e division aéroportée gardent le moral et rendent coup pour coup. Les actes d'héroïsme se multiplient. Certains blessés refusent de quitter leurs camarades, d'autres s'enfuient des hôpitaux pour rejoindre leurs unités. Les combats sont de plus en plus violents, se terminent parfois au corps à corps. Au nord, les nouvelles en provenance de Saint-Vite, l'autre nœud stratégique des Ardennes, ne sont pas bonnes. Après avoir résisté pendant 6 jours et 6 nuits, les GI sont obligés de lâcher prise. Menacés d'encerclement, ils reçoivent l'ordre d'abandonner la ville. À Bastogne, une question demeure. Les hommes retranchés dans la petite ville vont-ils devoir déposer les armes? Les gars de la 101e n'ont pas l'air de s'en faire. Ils se battent comme des lions depuis 3 jours. Les Allemands, eux, vont tenter le tout pour le tout. Le 22 décembre, ils envoient 2 émissaires dans le périmètre de défense au sud de Bastogne. Les 2 officiers viennent réclamer la reddition de la garnison assiégée. Leur courrier remonte la voie hiérarchique et parvient jusqu'à la caserne dans laquelle est installé le quartier général de la 101e division aéroportée, alors commandé par le général McAuliffe. C'est donc ici que se trouvait le poste de commandement de la 101e division aéroportée. C'est dans ces caves que les cellules principales du QG divisionnaire de la 101e division aéroportée se sont installées lors de la phase de la bataille des Ardennes, bataille de Bastogne. C'est dans cette cave que le major Jones se présente au général McAuliffe et à son adjoint le colonel Moore. Jones vient de récupérer la lettre apportée à l'aube au PC, le poste de commandement de la compagnie F. Les 2 Allemands, dont les yeux ont été immédiatement bandés, attendent une réaction officielle. La réponse ne va pas tarder et sera particulièrement cinglante. McAuliffe n'est pas homme à s'en laisser compter. Jones tend le document au colonel Moore, qui l'ouvre et commence à le lire. Au fur et à mesure, McAuliffe s'énerve, crie « nuts ». Il prend les documents, il ne les lit même pas, les regarde et les jette par terre. Il remercie le major Jones. Le major Jones se rend de nouveau à la compagnie F, où sont restés les 2 officiers allemands avec les yeux bandés, et donne la réponse.
Mais les officiers allemands sont attachés au protocole. Ils souhaitent une réponse en bonne et due forme. McAuliffe persiste et signe, et confie au colonel Harper le soin de donner sa réponse. Les Allemands ne comprennent pas le mot « nuts » qui est un argot, et disent est-ce que c'est positif ou négatif. Et là, Harper dit c'est la même chose qu'aller en enfer. Un refus catégorique. Un refus catégorique. Ce nuts symbolise toute la résistance américaine dans la bataille des Ardennes. McAuliffe tient ses positions. Le plan établi par Adolf Hitler est loin d'être atteint. Au 22 décembre, les forces du Reich auraient déjà dû rejoindre Anvers et ses installations portuaires. Le mauvais temps voulu par le Führer freine considérablement la progression de ses propres troupes. Le brouillard épais, le froid, la neige, le verglas, les pluies et la boue bloquent toute attaque d'envergure. Le 25 décembre 1944, les Allemands ont atteint le point maximum de leur avancée. Mais Hitler refuse toujours de stopper l'offensive. Néanmoins, à partir du 27 décembre, l'objectif des troupes du Reich change. Si la Meuse n'est pas atteinte, il faut anéantir Bastogne coûte que coûte. C'est un nouveau Stalingrad. Pour les Alliés, tous les espoirs reposent maintenant sur la contre-attaque menée par le général Patton. Il faut libérer la ville encerclée. À quelques jours de Noël et alors que ses blindés peinent à avancer sur les routes verglacées, le général Patton s'adresse à Dieu au cours d'une prière édifiante dans une petite chapelle de Luxembourg. Monsieur, c'est Patton qui vous parle. La dernière quinzaine fut un véritable enfer. Pluie, neige, encore de la pluie, encore plus de neige. Je commence à me demander ce qui se passe dans votre quartier général. De quel côté êtes-vous finalement? Vous semblez avoir changé de cheval à mi-parcours. Vous donnez tous les avantages à von Rundstedt qui nous pousse dans nos derniers retranchements. Mon armée n'est ni entraînée ni équipée pour l'hiver. Et comme vous le savez très bien, ce temps est plus fait pour des Esquimaux que pour des cavaliers du Sud. Vous savez, sans que je vous le dise, que notre situation est désespérée. Il n'est pas nécessaire que je vous dise que ma 101e Airborne fait face à 3 divisions autour de Bastogne. J'y ai envoyé ma 4e division blindée pour essayer de lui venir en aide, mais il trouve que vos conditions atmosphériques sont bien plus difficiles à contrer que les forces ennemies. Monsieur, je n'ai jamais été un homme déraisonnable. Je ne vais pas vous demander l'impossible. Je ne vais même pas insister pour avoir un miracle. Tout ce que je demande, c'est 4 jours de temps clair. Donnez-moi 4 jours de beau temps et je vous livrerai suffisamment de boches pour mettre vos comptables en retard de plusieurs mois. Amen. Patton n'attendait pas de miracle, et pourtant un avion de transport polyvalent et robuste, le Douglas C-47, va enfin pouvoir entrer dans la danse. Les 23, 24, 26 et 27 décembre, le temps s'améliore. L'aviation alliée peut enfin ravitailler Bastogne. Au total, 962 appareils larguent dans le périmètre de la ville encerclée 850 tonnes de matériel et de ravitaillement. Provisions et munitions arrivent à point nommé. Les Américains profitent aussi des éclaircies pour bombarder les positions ennemies et harceler les unités allemandes. Les pilotes s'en donnent à cœur joie. Les troupes du Reich ne franchiront jamais la Meuse. À 100 km de leur ligne de départ et à 6 km de la Meuse, les Allemands ont atteint le point culminant de leur offensive. Au nord, la colonne blindée de Joachim Peiper est définitivement arrêtée et encerclée à la glaise. Au centre, les blindés de la Percée allemande sont arrêtés et détruits en vue de Dinant. Au sud, les hommes de Patton se rapprochent de Bastogne. L'encerclement est enfin rompu le 26 décembre 1944. Le général Patton a réussi son pari insensé. En 4 jours, ses troupes ont atteint Bastogne. Le 26 décembre, dans l'après-midi, des éléments d'infanterie soutenus par quelques chars Sherman font la jonction avec les hommes assiégés.
Mais la fin du siège ne signifie pas pour autant la fin des combats. Les aigles hurlants de la 101e division aéroportée doivent encore lutter. Les Allemands n'ont pas renoncé à prendre Bastogne. Le 30 décembre, l'artillerie allemande se déchaîne. Les combats aux abords de la ville sont terribles. Mais ces ultimes attaques échouent. Pire encore, étirés sur des dizaines de kilomètres, les colonnes de blindés allemands sont surpris à l'arrêt, faute de carburant. L'aviation alliée les pilonne, les unes après les autres. Hitler, malade, paranoïaque, plongeant dans une folie destructrice, n'écoutant plus son entourage, n'a pas encore dit son dernier mot. Le 1er janvier 1945, le Führer va lancer une nouvelle attaque d'envergure, dans les airs cette fois. C'est l'opération Bodenplatte. Son but, anéantir la chasse alliée au sol afin de permettre à l'aviation allemande de détruire les flottes de bombardiers américains qui pilonnent les villes du Reich. L'attaque est principalement menée par des avions de chasse Messerschmitt Bf-109 et des Focke-Wulf FW-190. C'est également lors de cette opération que sont engagés les premiers avions en réaction de l'histoire, les chasseurs bombardiers Me-262. Tous les aviateurs du Reich ont été mobilisés. Il y a là des pilotes d'élite et de jeunes recrues insuffisamment formés. 900 avions, chasseurs et chasseurs bombardiers fondent sur 27 aérodromes alliés en France, en Hollande et en Belgique. L'une des plus grandes batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale débute. Les avions allemands volent en rase-motte pour éviter d'être repérés par les radars ennemis. En quelques heures à peine, près de 200 avions de chasse, bombardiers et de transport militaire alliés sont détruits au sol. Ironie du sort, le grand secret entourant la préparation de l'opération Bodenplatte va avoir des conséquences dramatiques. La défense antiaérienne allemande, la Flak, n'a pas été informée de l'attaque. Et une centaine d'avions allemands va être détruits en vol par les tirs de leur propre batterie antiaérienne. L'opération Bodenplatte est une véritable calamité pour une Luftwaffe à l'agonie. Elle perd dans cet affrontement 237 pilotes qui ne seront jamais remplacés. Le Reich est désormais dans l'incapacité de défendre correctement son espace aérien. Sur le front des Ardennes, l'offensive allemande est désormais contenue. Les troupes du Reich ont été arrêtées à quelques kilomètres de la Meuse. Bastogne n'est pas tombée. Le général Macauliffe et ses hommes ont tenu. Mon commandant, une fois que l'encerclement de Bastogne est brisé, les Américains vont pouvoir lancer la contre-offensive. Non, la contre-offensive a déjà commencé avec Patton qui attaque avec 3 divisions à partir du 22 décembre. Quelles sont les intentions d'Eisenhower en lançant cette contre-offensive? C'est de rejeter les Allemands sur leur base de départ? Ce que les Américains auraient voulu, c'est de pouvoir enfermer les Allemands dans une poche. Montgomery va tarder et va permettre aux Allemands de se replier en ordre et d'assurer de bonnes positions de défense. Et c'est là que les Américains vont avoir leurs pertes les plus terribles. Au mois de janvier? Fin décembre, janvier, oui. Ça signifie que non seulement la bataille en elle-même jusque-là avait été particulièrement dure, les soldats avaient beaucoup souffert, mais ils vont encore souffrir encore beaucoup plus dans la deuxième partie. Tout à fait. Et le mois de janvier va être absolument terrible. Même Patton va écrire « On peut encore la perdre », tellement les pertes sont importantes. Le 8 janvier,
les troupes alliées les plus avancées au nord et au sud ne sont plus qu'à 20 km l'une de l'autre. Le 15 janvier, Patton envoie des unités de reconnaissance au-delà des lignes allemandes pour rejoindre la première armée. Le saillant est définitivement coupé en deux. La jonction entre les premières et troisième armées est faite. Le 28 janvier 1945, 43 jours après le début de la bataille, les armées allemandes se retrouvent sur leur position de départ, derrière la ligne Siegfried. La bataille des Ardennes aura été l'un des plus féroces affrontements de la Seconde Guerre mondiale à l'Ouest. Au soir du 28 janvier 1945, les pertes américaines s'élevaient à plus de 75 000 hommes, tués, blessés, prisonniers ou disparus. Les Britanniques avaient perdu 1500 des leurs. La folie destructrice du Führer a précipité l'instant fatal. Dans la boue des Ardennes, la Wehrmacht aura perdu 110 000 hommes, au cours d'une offensive qui apparaît aujourd'hui comme le dernier sursaut d'Hitler. 2500 civils belges auront également péri au cours des combats, sous les bombardements ou exécutés par les SS. L'incroyable ténacité des soldats américains entre Montjoie et Saint-Vite d'abord, à Bastogne ensuite, aura permis aux Alliés de résister face aux coups de boutoir, de troupes fanatisées, et finalement de remporter la victoire dans les Ardennes belges et au Grand-Duché du Luxembourg. Le Premier ministre britannique Winston Churchill ne s'y trompe pas lorsqu'il déclare à la tribune du Parlement, le 18 janvier 1945, « Les Américains ont engagé 30 ou 40 hommes pour chaque soldat que nous avons engagé et perdu 60 à 80 hommes pour chaque homme que nous perdions. C'est la plus grande et la plus héroïque bataille américaine de la guerre et elle le restera éternellement. » Du côté allemand, les restes de la 6e Panzerarmée quittent les Ardennes pour le front de l'Est. Les SS de Sepp Dietrich vont tenter d'arrêter le rouleau compresseur russe en route vers Berlin. Peu d'hommes en reviendront vivants. Pour les Américains, les campagnes du Rhin et d'Europe centrale débutent, de longs mois d'une lutte acharnée au cœur du Reich. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée.